tu sois naturaliste, dit naturaliste débutant ou plus expérimenté, dans les deux cas, ça a de l'importance au niveau des prospections parce que plus on est à prospecter, plus on a de chances de contacter une espèce qui serait protégée et qui pourrait donc aider à avoir un poids dans l'argument écologique pour bloquer des projets par exemple. Il est très important de connecter les enfants dès le plus jeune âge à la nature pour créer un lien affectif qui soit durable par la suite. Naturellement, ces gens-là, plus tard, en fait, auront envie de préserver le vivant. Ça fera des citoyens, mais dans de nombreuses années, et qui n'auront pas envie de bosser pour des industriels, qui auront envie de participer à des luttes. Et ça passe par des activités très simples, aller construire des cabanes, aller attraper des petites bêtes, etc. Dans le précédent épisode, Claude, paysan naturaliste, éleveur de brebis, vous a partagé comment son lien au vivant a évolué tout au long de sa vie de paysan et l'importance cruciale que les paysannes et paysans soient autonomes dans leurs pensées et leurs actes pour lutter pour la préservation des terres agricoles. Dans cette deuxième partie, durant les rencontres des naturalistes des terres, j'ai récolté quelques moments de l'exploration naturaliste réalisée avec un groupe de 5 personnes, avec l'intention de vous faire toucher du doigt la diversité des perceptions et connaissances du vivant au sein d'un petit groupe, et comment ce moment d'inventaire, qui réunissait une 50aine de personnes au service de la lutte des sucs en Haute-Loire, permet de faire évoluer ces perceptions et d'apprendre ensemble. Ce que j'ai vu, c'est qu'au sein du mouvement des naturalistes des terres, les naturalistes passionnés, qu'ils et elles soient professionnels ou non, ont ces égards, ce soin à observer, à prendre soin de ne pas déranger, et ils et elles font infuser au sein du groupe cette manière d'être au monde. Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la série Habiter la Terre. Il a été réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs pendant le financement participatif de cette saison. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me permettent de réaliser mon travail librement, sans publicité, et notamment les 24 personnes qui ont choisi de me faire un don chaque mois. Pour cet épisode, plutôt que de soutenir mon travail, je vous invite à soutenir la lutte des sucs, qui a lancé un financement participatif pour une nouvelle étape juridique et financer les avocates, expertises, veille sur le terrain, etc. Chaque euro compte. Tous les liens sont en description de l'épisode. Belle écoute. Nous sommes mi-juillet. Il n'a pas plu depuis longtemps en Haute-Loire. Il fait très chaud et sec. La terre du champ où nous avons posé nos tentes est si dure que je sens son relief à travers mon matelas. Malgré tout, la motivation est à son comble pour aller observer et inventorier le vivant sur l'étendue du projet de déviation de la RN 88. Une 50aine de personnes se divisent en petits groupes et partent arpenter différents secteurs du projet. Je rejoins un groupe de 5 personnes. 3 personnes sont naturalistes de métier, et pour 2 personnes, dont moi, c'est plutôt une passion naissante et grandissante. Au passage, je glisse ici que dans l'épisode 4, vous comprendrez pourquoi certaines personnes se disent naturalistes et d'autres non. C'est complexe. Une liste d'espèces en danger, dont la présence pourrait suspendre ou arrêter le projet, nous a été fournie. Mais vous allez voir que notre objectif n'est pas juste de cocher les cases dans une liste d'espèces. La grenouille ? Cet endroit est superbe. Ouais, c'est magnifique. Hein. Tiens, t'as piqué ton filet.
Le c'est la mésange. Non, bleu. Et du coup, le thème de l'épisode que je veux faire, c'est pourquoi les naturalistes sont essentiels dans les luttes. Et pas que les naturalistes professionnels, mais aussi le fait de juste observer le vivant et de le comprendre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça ? Et pourquoi vous êtes là aussi ? Ça peut être une question. Et comment ce qu'il veut. C'est un petit bâton de parole. Pour répondre à la première question, du coup, je pense que tu sois naturaliste, dit naturaliste débutant ou plus expérimenté, dans les deux cas, ça a de l'importance au niveau des prospections, parce que plus on est à prospecter, plus on a de chances de contacter une espèce qui serait protégée et qui pourrait donc aider à avoir un poids dans l'argument écologique pour bloquer des projets, par exemple, qui n'ont pas de sens, comme ici. Désolée, ça m'a perturbée. Ça fait partie de... C'était quoi ? Je pense une buse, mais j'ai pas passé trop vite. Ok. Un naturaliste, je vais dire que... ce que ça m'évoque à brûle pour point comme ça, c'est quelqu'un qui observe, qui aime observer ce qui l'entoure, qui est curieux, évidemment, qui va chercher à savoir qui vit avec lui et à comprendre aussi, à aller un peu plus loin, à comprendre aussi l'écologie des autres êtres vivants qu'il rencontre et comment tout ça s'imbrique à l'échelle d'un écosystème. Voilà, je pense que pour moi, c'est la principale mission d'un naturaliste. Ensuite, son rôle dans le militantisme, il est important aussi parce qu'il permet de visibiliser des espèces qui sont sensibles selon le milieu dans lequel on est, et qui peuvent être menacées du coup par des projets d'aménagement, d'artificialisation. Et donc, par exemple, ici, on fait un inventaire, des prospections dans le cadre d'une lutte contre une route, la RN 88, qui a prévu d'être construite, qui fait combien de kilomètres 140 hectares d'emprise. Et donc, franchement, avec des milieux, des petites prairies humides comme ça, des zones humides... qui vont être forcément in fine impactés par le projet, ça donne envie de lutter, de contester. Et donc ça renforce d'autant plus notre rôle dans le fait de chercher des espèces à enjeu. Voilà. Pourquoi nous sommes si nombreuses et nombreux à nous être mobilisés sur ce territoire à ce moment précis ? Maxime, naturaliste, me répond. Depuis 2020, France Nature Environnement Haute-Loire et ses partenaires se battent sans relâche en actionnant notamment les leviers juridiques. Un jugement du tribunal administratif, remontant à décembre 2024, impose à l'État et à la région, maîtres d'ouvrage de la construction de cette déviation, de faire évoluer les mesures compensatoires en fonction de tous les nouveaux enjeux de biodiversité qui apparaîtraient le long du tracé. Ce jugement a été permis car les militantes et militants naturalistes savaient que le bureau d'études était loin d'avoir fait un travail permettant d'avoir une idée réelle de tout ce qui allait être détruit. Et aussi, l'idée était que l'État et la région prennent bien conscience du coût de la destruction de ces espaces et de ces habitats d'espèces. Par exemple, là où ils n'ont estimé la population de pie-grièche écorcheur impactée par le projet que à 3 couples, les naturalistes des terres ont montré qu'il y a en réalité une dizaine de couples de cet oiseau en déclin fort à l'échelle nationale. L'État et la région devront donc, théoriquement, proposer de nouvelles mesures compensatoires pour cette espèce. Il y a aussi des espèces qu'ils avaient notées en potentiel pour border leur autorisation de détruire au cas où, mais pour lesquelles aucune mesure compensatoire n'est prévue.
Lors de nos inventaires l'été dernier, nous avons par exemple trouvé le pic-et-pêchette et le lézard des souches. Pour le collectif, cela constitue un obstacle supplémentaire pour les maîtres d'ouvrage. Une autre stratégie consiste à trouver des espèces protégées qui ne figuraient pas dans la demande de dérogation. Donc des espèces qu'ils n'ont pas le droit de détruire car ils n'en ont pas demandé l'autorisation. Leur destruction constituerait une infraction pénale. Si le maître d'ouvrage fait une nouvelle demande de dérogation, les militants peuvent attaquer les conditions d'octroi de cette dérogation. Par exemple, 2 espèces trouvées en 2025 et ne figurant pas dans leur formulaire CERFA rendraient les travaux illégaux. Le pique-mare, un oiseau, et le sonneur à ventre jaune, un amphibien. À savoir qu'à l'heure où je publie cet épisode, début février 2026, la stratégie de recours par le collectif de la lutte des sucs est encore en cours de réflexion. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a vu un très beau papillon qui s'appelle le Grand Mars changeant, qui a des reflets bleutés. C'est pas rare, mais c'est toujours sympa de croiser de manière fortuite. Ça suscite de la beauté et de l'émotion, du sensible. Donc c'est pas forcément non plus qu'une approche scientifique et très rigoureuse. On met pas nos émotions de côté. Il y a forcément. Sinon, on ferait pas de prospection non plus. Enfin, ce serait un peu froid, quoi, comme métier. Moi, je peux compléter en disant que hier, il y avait une personne dans l'assemblée qui disait que le but, c'était pas de faire des tableaux Excel d'espèces et de forcément chercher une espèce protégée, rare, etc. En fait, on peut s'émerveiller de tellement de choses. Et c'est presque ça qui est plus important. Si les gens se reconnectaient à l'émerveillement et aux affects, comme disait Alessandro Pignocchi hier. C'est pas la même ? Tiens, c'est celle-là. Les cheneux bleus, ouais, tu vois. Les cheneux bleus. Femelle. Tu peux parler normalement, si tu veux. T'es sûr ? Bah oui, parce que j'enregistre. Ouf, c'est bon, on peut reparler. Ouais. Bon, ça peut être que ça, hein. Avec les 2 grosses taches là, il y a quelques ça. Les cheneux bleus. Habitat bicuiste, rencontrant dans toutes les eaux stagnantes. Plaine aux montagnes. Même les bassins très pollués. Je le prends en photo, c'est bien ça. Même les bassins très pollués. C'est même la libellule déprimée, hein. C'est des zones. Elle est déprimée, quoi. D'ailleurs, pourquoi on dit déprimée ? En fait, c'est parce que son abdomen il est aplati. Ça fait une dépression. Quoi. Ah bah oui. Tu le dis parce qu'elle a ces 2 taches sur l'avant, là, c'est ça ? Ouais, sur le dessus du thorax là, t'as 2 grosses taches jaunes. Et je crois qu'il n'y a que elle qui a ça. Hein. Tu le vois. Ah oui, là, la A, c'est ça ? Ça là. A, bande antilinale, latérale, large et verte. C'est impressionnant. Laquelle il parle de A. Ouais, A, c'est ça ? Ouais, cette grosse, c'est celle dont je parlais, tu vois. Finalement, par-dessus, ça fait 2 grosses taches. En fait, c'est celle-ci dont il parle. Large et verte, mais ouais, jaune. Et puis après, t'as aussi t'as quoi ? T'as d'autres motifs ? Je peux voir. Ah oui, là. Oui. Après, il faudrait que Tiens, je vais la prendre comme ça on va prendre en photo les ça ailes. paraît tellement fragile. En plus, tu vois, elle a émergé, mais quand elle est sortie, elle avait son aile froissée. Mais ça l'a pas dérangé, elle a réussi quand même à... Oh, les yeux. Un cheveu bleu. Oh là là. Femelle. Femelle. Adulte. Ah ouais, ça a eu son aile là. Aïe, elle m'a bien mordu là. Ah, ça fait mal. Ouais, bah ça a une grosse bouche, ça a une mandibule, ça te... Ah, chic. Tu sais que ça peut bouffer des hannetons plus gros que sa bouche. Hein. Elle les bouffe comme ça. Il y en a qui s'amusent à se faire mordre pour tester. Mais moi, c'est la première fois. Ça Ça fait partie de l'expérience du naturaliste. Ouais. De se faire mordre. Pourquoi c'est trilatère ? Elle m'a dit, tu m'as fait ça, tiens. Ouais, faut pas qu'ils aient. Je vous partage un petit extrait du moment où on a découvert le Grand Mars changeant.
Pour déterminer les papillons et les libellules, il est nécessaire de les capturer dans un filet et, avec beaucoup de délicatesse, les immobiliser afin de mieux les observer. J'interviewe le papillon. Ok. On conteste. Que penses-tu de la place du naturalisme dans les luttes? Il n'a pas l'air d'avoir envie de répondre. Vas-y. C'est quoi le petit machin que t'as dans la main droite? C'est mon micro. En fait, dans mes podcasts, je mets plein de sons et là, on va entendre le son du papillon. Ouais. Le son du papillon enfermé pour le bien de l'espèce. Ah, trop beau. C'est quoi les critères du coup? Alors, du coup, ça va être surtout au revers que c'est plus flagrant. Le Grand Mars, il a vraiment du rouge bien vif sur ses mains. Bah c'est ça. Et ouais. Et c'est complètement ça. Putain, mais c'est une merveille. C'est qu'il a du bleu là, dans le sel, particulièrement ou pas forcément Alors, couleur vive, Ah, il Pointe- a un côté pointe violet. blanche qui n'a pas là. Là, on Ouais. a une pointe blanche et on l'a bien la pointe là. Ouais, donc c'est Et le il Grand a un Mars. côté violet, un côté pas violet. Non, mais c'est une merveille. Grand Mars changeant. Et lui, il est plutôt forêt, c'est ça? Plutôt arbre. Arbre, il vole tout le temps au-dessus de la canopée, enfin en haut. Il a les vraiment. yeux jaunes, c'est magnifique. Et l'autre côté, le bleu là, c'est une Ah, il est pas splendeur. mal aussi. Hein. Il Ah fait ouais, partie il est des belle. Wanted. Non. Une araignée loup. Oh. Mais Il est juste beau. Ouais. Mais non, mais je crois que le Grand Mars, il est moins commun que le petit Mars, enfin, en tout cas chez moi. Ici, je sais pas. Un mâle. Ou je sais pas, j'ai pas bien vu. Tu sais ce que c'est? Je sais pas, pisor j'aurais dit, ou araignée loup, je sais plus. Est-ce que c'est... Oh, finalement, on n'a pas eu de belle dame hier. Ah non, c'est une femelle. Parce que C'est une femelle. de haut, je l'ai confondu avec le petit Mars. Tu le vois? Au niveau des palpes là, tu sais, à l'avant, la femelle elle a juste deux petites, ça ressemble à des antennes. Et le mâle il a deux grandes boxes. Ah ouais. Ça fait deux boules. De cette espèce ou globalement? Toutes les araignées. Ok. Donc là, si tu regardes ces palpes là devant, juste à côté des crochets, devant là, elle a deux petits trucs comme ça. Et si au bout t'as une On boule, en fait plein sinon. c'est un mâle, Ah oui, mais c'est pour mettre les ton grandes nom boxes, pour- et sinon c'est une femelle. C'était un peu plus loin. Je peux le lâcher? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des becs croisés ici? Possible. J'en sais rien. Il y a des becs croisés ici? Ah bah ça doit être ça que j'ai entendu. Ah non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Ah, il y a un petit papillon sympa là. Alors, attends, faut que tu me dises dans un papillon? Oui. 2 jours. Et ça, c'est quoi? Tristan, hop, noté. Et le myrtille. Un papillon nuit pas vaillant. Ah, ça c'est... oui, on l'a eu hier. Je vais le noter. Ah, c'est Lithosia quadra. Ok. Quadra parce qu'il a des... En carré, c'est ça? C'est ça. Et je crois que ça différencie le mâle de la femelle, le fait qu'il ait des points ou pas. Ok, ça marche. Un papillon. Ouais. Lithosia quadra. Adulte... Oui. Putain, j'ai toujours cru que c'était un merle. Alors le merle, c'est encore plus flûté. Oui, oui. Ça fait plus. C'est pour ça que je me vraiment- dis c'est un le merle, merle, c'est le joueur de mais... flûte. Là, tu vois, tu as des moments grinçants. Un peu plus sifflés, entre le sifflet et le flûté, et des moments grinçants, tu sais, qui sont spécifiques aux fauvettes. Bon, là, on n'a pas trop entendu. Et puis surtout, c'est plus rapide. Le merle, il est plus tranquille. Il prend plus son temps. Ah oui, le... Ah, ça, j'ai pas fait attention, mais peut-être. T'entends des moments, des phases un peu grinçantes? Ouais. On dirait qu'elle est enrouée un peu, quoi. Alors que tout est très sec, la vie se réfugie dans toutes les belles zones humides menacées par le projet.
C'est là que nous faisons le plus d'observations. De retour à la ferme, notre camp de base, je demande à Manolo ce que lui pense de la place des naturalistes dans les luttes, et bien plus. Je me présente, donc Manolo, je suis éducateur à l'environnement. Donc mon travail c'est de proposer des animations pour les enfants de la maternelle jusqu'au collège. Et en fait, notre association estime qu'il est très important de connecter les enfants dès le plus jeune âge à la nature pour créer un lien affectif qui soit durable par la suite. Naturellement, ces gens-là, plus tard, en fait, auront envie de préserver le vivant. Donc c'est quelque chose qui est pas encore assez développé, qui a disparu depuis de nombreuses années, et puis donc ce serait quelque chose à développer. Alors c'est déjà, il y a pas mal d'associations qui le font, mais à développer peut-être au sein des luttes contre des grands projets autoroutiers ou ce genre de choses? Alors en fait c'est plus un travail de fond, un travail sur le long terme, pour imaginer une autre société avec un changement en profondeur. Disons c'est un investissement pour plus tard. Des enfants qui aujourd'hui sont connectés à la nature. Ça fera des citoyens, mais dans de nombreuses années, et qui n'auront pas envie de bosser pour des industriels, qui n'auront pas envie de s'investir dans tel projet, qui auront envie de participer à des luttes. Et ça passe par des activités très simples, aller construire des cabanes, aller attraper des petites bêtes, etc., sans forcément nommer les bêtes ou quoi que ce soit, mais vraiment juste faire ce lien qui a été perdu depuis de nombreuses années. Et qui est la cause de tout ça, notre déconnexion complète, le fait que on s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a autour. Les enfants de nos jours, ils connaissent plus le panda, ils connaissent plus des espèces qu'ils ont vues à la télé, alors que la biodiversité locale, de proximité, ils la connaissent même pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour rappel, le projet de déviation de la RN 88 prévoit de détruire 190 hectares, dont 25 hectares de zones humides. Si les travaux préparatoires de la déviation ont débuté, des prairies naturelles et zones humides sont encore intactes. Pour soutenir la lutte des SUC, vous pouvez signer la pétition, répondre à l'enquête publique, rejoindre le collectif ou participer au financement participatif. Tous les détails sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi rejoindre le collectif des naturalistes des terres, qui a besoin de toutes les énergies, que vous soyez naturaliste expert, passionné, débutant ou simplement très motivé. Dans la prochaine partie, vous entendrez des militants de tous les âges et ayant œuvré à bien des niveaux, qu'ils soient scientifiques, vidéastes ou simplement des humains courageux. Vincent Verza, auteur du film Le Vivant qui se défend, apportera son regard sur le mouvement des naturalistes des terres. Vous découvrirez aussi l'histoire des humains qui, en créant une alliance avec une mésange bleue, ont mis sur pause le projet de l'autoroute A69, ou encore l'histoire de SOS Loire Vivante qui remonte aux années 80. Après la fin de cette écoute, je vous invite à prendre une petite pause, respirer et vous demander simplement comment je me sens après cette écoute. Qu'est-ce que cet épisode a fait bouger en moi? Est-ce qu'il génère un élan quelconque? Pour soutenir mon travail et essaimer les messages des personnes à qui je tends mon micro, je vous invite à partager cet épisode à 3 personnes de votre entourage. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien, ma newsletter, et recevoir chaque mois les derniers épisodes du podcast, accompagnés de ressources pour nourrir les nouveaux récits de l'agroécologie, et aussi pour trouver des idées afin d'œuvrer sur le terrain. À bientôt, et pensez à vous éloigner des écrans et sortir découvrir vraiment ce qui vous entoure. C'est très important.